D'abord, ce site il appartient en moitié à la commune de Besnac et en moitié à un syndicat qui a été créé il y a maintenant 5 ou 6 ans, qui est le syndicat du Moulin à Résistance, qui regroupe des communautés de communes, parce que Besnac ne pouvait pas aménager ce site seul, et puis comme les jeunes qui sont tombés ici étaient de Dordogne, Corrèze et Haute-Vienne, c'était bien qu'on mobilise un peu tout le monde. Donc le syndicat du Moulin à Résistance regroupe la communauté de communes de Pompadour, dont Besnac fait partie, la communauté de communes de Lanouaille, en Dordogne, et la communauté de communes de Saint-Thierry, en Haute-Vienne. Donc c'est un syndicat, un regroupement d'élus de 3 départements qui se sont dit qu'il faut qu'on aménage ce site parce que depuis le 16 février 1944, jour du massacre, eh bien, chaque année le 16 février il y a une cérémonie qui rend hommage à ces jeunes, très solennelle, au cours de laquelle il y a beaucoup de monde, il y a des centaines de personnes. Cette année c'était un dimanche, il a plu un petit peu, mais quand c'est le samedi ou le dimanche, il y a quasiment 1000 personnes, il y a 80 porte-drapeaux, enfin il y a un monde fou. Vous verrez ça sur quelques photos tout à l'heure. Donc on s'est dit il faut qu'on aménage ce site parce qu'il n'y avait que la cérémonie du pont Lavéral le 16 février. Donc on a réfléchi à la manière d'aménager ces lieux parce qu'il n'y avait pas tous ces panneaux d'information, il n'y avait pas la rénovation du moulin, on a un petit local d'accueil pour s'abriter en cas de besoin, enfin on a fait divers aménagements. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici le 16 février 1944? Il y a des jeunes résistants qui étaient issus des 3 départements, surtout de la Dordogne quand même, mais il y en avait notamment un de Troche, un de Pompadour, mais assez peu de la Corrèze, quelques-uns de Saint-Thierry qui s'étaient retrouvés ici pour échapper au STO, service du travail obligatoire, et qui résistaient ici comme ils pouvaient, comme il y avait aussi d'autres camps un petit peu partout. Il y en avait en Corrèze, près de Vignoles, Orniac, etc. Enfin, voilà, il y a plusieurs sites sur lesquels il y avait des camps de jeunes maquisards qui s'étaient réfugiés ici. Donc ils ont commencé à occuper les lieux en décembre 1943, et puis ils allaient y venir. Ils faisaient ce qu'ils allaient à faire, mais ils se retrouvaient ici le soir notamment. Et puis ils étaient une quarantaine, oui 34 même plus, non ils étaient 49, ils étaient 49 ou 50 le jour du massacre qui a eu lieu le 16 février. À l'aube, les jeunes étaient dans le moulin que vous voyez, qu'on a rénové, qui sert maintenant de lieu d'exposition. Mais ils étaient aussi dans un bâtiment qui servait de grange et d'habitation, qui était sur la droite et qui n'existe plus, qui a été démoli. Donc surpris par plusieurs groupes d'Allemands qui arrivaient de Limoges, qui sont arrivés par les bois ici derrière en ayant garé les camions sur la route Pompadour-Paysac que vous avez prise, puisque la route départementale elle est à un peu plus de 2 km par ici, vous avez fait un grand tour. Mais d'autres sont arrivés par là-bas. Bien sûr l'accès au moulin il n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, il n'y avait pas ce chemin empierré, bien sûr c'était que des sentiers. D'autres sont arrivés en amont de l'Auvézère, parce que la rivière qui passe ici c'est l'Auvézère, qui prend sa source vers Saint-Germain-les-Belles, tout près de l'autoroute, et elle passe l'Auvézère près de Lubersac, près de Pompadour, à Ségur-le-Château, et ensuite elle va se jeter dans l'île près de Périgueux.
Donc un troisième groupe d'Allemands est arrivé par la partie amont de l'Auvézère, donc ils ont été pris en tenaille. Par les bois. Ils ont été dénoncés Par les bois. Alors je vais vous dire après, donc certains par les bois et par le petit sentier qu'il y avait ici et d'autres le long de la rivière, donc des trois côtés. Ils sont arrivés des trois côtés. Donc les jeunes qui n'étaient pas armés et très peu armés ont rapidement dû se rendre. Donc il y a quand même eu des échanges de coups de feu bien sûr. Certains ont été tués dans l'attaque, au moment de l'attaque qui a eu lieu à 9 ou 10 heures du matin, bon semble-t-il. Mais après ils ont dû se rendre. Les Allemands les ont fait mettre par colonne. Et puis ensuite ils leur ont dit de se lever, puis ils leur tiraient dessus comme des lapins quand ils s'enfuyaient. Voilà. Donc il y a 34 jeunes qui ont été tués sur place, ici, en 2 heures, quoi, en une demi-matinée. 34 jeunes tués sur place. Il y en a une douzaine qui ont été réquisitionnés pour emmener les munitions, les quelques armes qu'il pouvait y avoir ici, pour les amener vers les camions qui étaient stationnés un peu plus loin. Ces 12 jeunes donc, ont été amenés ensuite à Limoges, puis à Compiègne et ensuite déportés dans les camps de concentration, donc 12. 34 tués sur place et 3 qui se sont sauvés, enfin un qui s'est caché dans la rivière ou 2 qui se sont cachés dans la rivière. Et un qui a été laissé pour mort sur place, c'est-à-dire qu'il avait pris une balle dans la tête, puis finalement il n'était pas mort. Il se trouve que cette personne-là, il a été le dernier survivant puisqu'il est décédé fin février, début mars de cette année. Voilà. Donc un des 3 qui s'était sauvé du massacre, parce que les 12 qui sont revenus de déportation sont décédés depuis, bon il y a 2 ans, 3 ans pour les plus récents. Et sinon donc, le dernier qui est des 49 qui ont vécu cette attaque est décédé il y a un mois, un peu plus d'un mois. Donc pourquoi ce massacre effectivement? Il y a eu des dénonciations, donc il y a plusieurs hypothèses. Il y a d'abord le propriétaire du moulin, parce que ce moulin appartenait à quelqu'un de Limoges. Avant c'était un moulin à farine bien sûr, hein, donc qui n'est plus moulin depuis sans doute près d'un siècle. Mais donc en 1944, il avait été racheté par un médecin de Limoges qui était assez proche des Allemands qui sévissaient à Limoges, donc assez proche d'eux, donc il se peut que ce soit lui, mais on n'est jamais sûr de rien. C'est pas, on ne peut que répéter ce qu'on a lu ou entendu. Ne savaient pas non plus. Eh ben, ne savaient pas non plus. Et puis je trouve que les gens n'ont pas parlé beaucoup, quoi, hein. Il semblerait que voilà, ils n'ont pas parlé beaucoup. Donc le propriétaire du moulin, c'est une possibilité. Surtout parce que le moulin, ils l'ont laissé intact, ils n'ont pas incendié le moulin. Voilà. Souvent, en général, ils brûlaient, etc. Deuxièmement, donc, il paraît qu'il y a 2 jeunes qui ont infiltré le camp pendant les jours qui ont précédé et qui étaient partis la veille, qui sont venus et qui ont passé un peu de temps au camp et qui n'étaient pas là justement le jour du massacre. Donc, est-ce que c'est cette... Et la troisième possibilité, c'est donc l'histoire de Sœur Philomène. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Bon, il y a eu des livres sur l'histoire de Sœur Philomène. C'est une religieuse qui était donc du côté de Périgueux qui est à moins d'1 heure d'ici, hein, et qui fréquentait un prêtre. Voilà. Et puis, donc, au bout d'un moment, donc, ce prêtre aidait les résistants, bien sûr, dans le secteur de Périgueux. Puis à un moment, donc, ça ne marchait plus entre la religieuse et le prêtre, et donc elle a dénoncé des maquisards du secteur de Périgueux et du secteur de Thiviers. Et donc, en représailles, les maquis, toujours pareil, du secteur de Périgueux-Thiviers, ont décidé de l'exécuter, voilà, qu'elle méritait la mort. Et donc, elle a été exécutée ici. Mais ça n'avait rien à voir avec le camp du Bon-Lavera. Depuis et après le massacre, donc, il y a eu donc, diverses stèles qui ont été érigées ici ou là. Ici, la stèle donc, que vous allez voir qui reprend les noms des 34 victimes qui ont été tuées le 16 février 1944. Il y a aussi les noms de 5 qui sont morts en déportation, parce que 7 sont revenus de déportation. Sur les 12 déportés, 5 sont morts en déportation, 7 sont revenus de déportation.